Je suis Vivian Morrison. Ce soir-là, sur la piste de danse d'un appartement du centre de Seattle avec vue sur la baie Elliott, je me suis penchée pour embrasser mon mari. Rien de dramatique, juste un de ces baisers discrets que les couples mariés échangent quand la lumière est tamisée et la musique douce. Il s'est brusquement écarté, comme si je l'avais brûlé. Puis, assez fort pour que toute la pièce l'entende, il a dit « Je préférerais embrasser mon chien que toi ». Un rire strident a fusé. Ses lunettes se sont arrêtées à mi-chemin de ses lèvres. Quelqu'un a sifflé doucement, et il n'avait pas fini. Il a jeté un coup d'œil à ses amis, se nourrissant de leur réaction, et a ajouté « Tu ne corresponds même plus à mes critères. Laisse-moi tranquille. » De nouveaux rires. Plus fort encore. Je suis restée là, dans une robe qui coûtait plus cher que le loyer de la plupart des gens. Je souriais comme j'avais appris à sourire lors de ces réunions. Un sourire discret, maîtrisé, inébranlable. Mais intérieurement, quelque chose s'est brisé. Et quand j'ai enfin pris la parole, le silence s'est fait. Rétrospectivement, c'est à ce moment-là que j'ai cessé de faire semblant. Il y a quelques années, Grant Whittaker était l'homme qui m'attendait devant le centre médical Arborview après mes plus longues gardes, appuyé contre sa voiture, un repas à emporter de mon restaurant préféré, un peu bidon, à la main, arborant un sourire fatigué mais fier. Il racontait à qui voulait l'entendre qu'il avait épousé la meilleure chirurgienne cardiaque de la côte ouest. Il se vantait des vies que j'avais sauvées comme si c'était ses propres victoires. Maintenant, avant chaque soirée, il me donnait des conseils devant le miroir de notre chambre. « Dis-leur juste que tu travailles à l'hôpital », me disait-il en ajustant ses boutons de manchette. « Ne mentionne surtout pas que tu diriges le service de cardiologie. Ces gens-là n'ont pas envie d'entendre parler de valves et d'incisions autour d'un verre. » Je l'observais dans le reflet, réajustant sans cesse son col, et je me demandais à quel moment sa fierté s'était muée en menace. Ce soir-là, je me tenais devant le même miroir, lissant la robe de soie bleu marine qu'il avait choisie pour moi. Elle m'allait parfaitement, mais j'avais l'impression qu'elle était une autre peau. Derrière moi, Grant faisait défiler son téléphone, énumérant des noms et des contacts comme si j'étais une interne en pleine révision. Evan sera là. N'oublie pas, il travaille maintenant dans la gestion de fortune. Et Meredith déteste qu'on l'appelle Marie, alors ne recommence pas. J'avais envie de lui rappeler que c'était lui qui avait fait cette gaffe quelques mois plus tôt, après avoir trop bu de martini, mais j'avais compris que les remarques n'étaient plus les bienvenues. J'ai failli lui raconter l'histoire du jeune patient que j'avais opéré le matin même, comment l'opération s'était mieux passée que prévu, comment la mère du garçon m'avait tenu les mains après et avait murmuré « merci » d'une voix brisée par l'émotion. Mais Grant avait des règles, lui aussi, à ce sujet. Personne n'a envie de parler médecine à une soirée. Vive. Reste légère. Légère. Comme si sauver un cœur était une chose grave et discuter de prévisions boursières, une chose insignifiante. Mon téléphone vibra, l'équipe m'en informait. Le garçon était réveillé et réclamait son chien. Je souris à l'écran, puis le rangeai discrètement avant que Grant ne s'en aperçoive. Il se dirigeait déjà vers la porte, s'attendant à ce que je le suive. Dans l'ascenseur, il continuait de me répéter les gestes qu'il avait toujours. Sa main se posa sur le bas de mon dos lorsque nous entrâmes dans le hall. Pas de tendresse, juste un signe, une indication pour la chambre où nous allions entrer. Ensemble, un couple épanoui, enviable. Je me souviens avoir pensé que la montée jusqu'à l'appartement d'Evans m'avait paru interminable, plus longue que n'importe quelle opération chirurgicale. Et je me souviens avoir su, même à ce moment-là, que quelque chose, au sein de notre mariage, s'était déjà éteint. Je ne l'avais simplement pas encore admis. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent directement sur l'appartement d'Evans, et les lumières de la ville se déployèrent en contrebas, tels des diamants éparpillés sur du velours noir. La main de Grant resta sur le bas de mon dos tandis que nous entrions, me guidant, me retenant, me maintenant exactement là où il voulait que j'apparaisse. Il me lâcha dès qu'Evan s'approcha. « Grant, content de te voir. » Evan posa la main sur une épaule, les yeux déjà scrutant la pièce à la recherche du prochain arrivant. Il me fit un signe de tête. « Vivien. » Mon nom me vint comme une pensée après coup, comme toujours maintenant. Meredith arriva, accompagnée de leurs baisers et d'une coupe de champagne. « Tu es resplendissante. Cette robe est parfaite. Grant sait toujours exactement ce qui te va. Même mon reflet lui appartenait. » Je la remerciai discrètement, d'une voix posée. Trop chaleureuse, et les questions fusaient. Trop froide,
et je devenais difficile. Trouver le juste milieu était devenu une seconde nature. Grant était déjà plongé dans sa conversation, son rire résonnant dans la pièce tandis qu'il racontait une affaire conclue cette semaine. Quand on lui demanda ce que je faisais, il répondit à ma place. Vivien travaille à l'hôpital. C'est tout. Pas un mot sur le service de cardiologie que je dirigeais, les transplantations que j'ai supervisées, les subventions de recherche que j'ai obtenues. Elle travaille simplement à l'hôpital, comme si je m'occupais de paperasse ou que je changeais les draps. Je tenais la coupe de champagne que je ne buvais pas et observais l'animation autour de moi. Des couples se dirigeaient vers la terrasse où les lumières s'étaient tamisées et la musique avait ralenti. Des mains se posaient sur les tailles, des têtes sur les épaules. Une proximité simple, spontanée. Je ne me souvenais plus de la dernière fois que Grant m'avait touché sans me demander qui pouvait bien les observer. Une chanson commença, douce et familière, presque la même que celle sur laquelle nous avions dansé pieds nus à notre réception de mariage, des années auparavant. À l'époque, il m'avait entraîné sur la piste de danse déserte, bien après le départ des invités, me murmurant à l'oreille des promesses pour la vie que nous construirions ensemble. Le souvenir me submergea avant même que je puisse l'arrêter. Je posai mon verre et traversai la pièce. Grant était en pleine phrase, gesticulant avec animation vers Harrison et un client dont j'avais déjà oublié le nom. Je lui effleurai le coude. « Danse avec moi. » La conversation s'interrompit. Harrison haussa un sourcil. La mâchoire de Grant se crispa. Un bref instant, mais je le perçus. Il jeta un coup d'œil aux hommes autour de lui, évaluant la situation. Puis il esquissa le sourire qu'il utilisait pour conclure une affaire. « Messieurs, excusez-moi un instant. » Sa main se posa sur ma taille. Précise, distante. Nous avons bougé, mais c'était une chorégraphie, pas une connexion. Son regard parcourait la pièce par-dessus mon épaule. « Le comte Patterson s'annonce prometteur », murmura-t-il. J'essayai de réduire la distance entre nous. Son corps résistait, maintenant l'écart prudent qui signifiait « mariés sans vraiment être ensemble ». Autour de nous, d'autres couples se balançaient comme s'ils ne faisaient qu'un. Meredith avait ôté ses chaussures et riait contre le cou d'Evan. Un couple que je connaissais à peine bougeait lentement, front contre front, le reste du monde disparut. Je sentis la douleur monter, silencieuse, familière, ignorée depuis trop longtemps. La musique, les lumières et le souvenir de ce que nous avions été me rendaient imprudente. Je me penchai juste assez pour un petit baiser. Le genre de baiser qui dit « Je te vois encore. Je suis toujours là ». Il se recula si brusquement que j'en eus le souffle coupé. Son visage se tordit. Un dégoût véritable. Et puis il le dit fort, clairement. « Je préférerais embrasser mon chien que toi. » Les rires éclatèrent autour de nous. Ils me submergèrent comme une vague froide. Chaque éclat était une coupure fraîche. Je sentais la chaleur me monter au visage. Mes mains s'engourdirent le long de mon corps. Mais je ne bougeais pas, je ne m'enfuis pas. Je suis resté là, immobile, laissant la réalité m'envahir. La preuve ultime de ce que j'avais trop longtemps ignoré. Dans ce silence, tout s'est aiguisé. Le cliquetis des glaçons et des verres, la légère brise marine qui s'engouffrait par les portes-fenêtres ouvertes, l'éclat de satisfaction dans les yeux de Grant, comme s'il avait gagné quelque chose. Mais sous cette piqûre, quelque chose d'autre s'éveillait. Pas de colère, pas encore. Juste une lucidité froide et précise, comme la première incision d'une opération. J'ai repensé au matin où il avait annulé nos réunions urgentes, alors que son historique téléphonique révélait des déjeuners avec une autre. Aux chambres séparées qu'il avait proposées pendant une période chargée, qui n'en finissait plus. À cette odeur de parfum qui n'était pas la mienne, qu'il justifiait par une étreinte avec un client. Aux dépenses sur nos relevés, dîners, cadeaux, voyages, qu'il qualifiait de frais professionnels. Je l'avais cru, car douter revenait à admettre que tout s'écroulait. Et à la mise en garde discrète de ma mère, dès le début, quand Grant avait commencé à me suggérer de manquer les réunions de famille pour les événements de son cabinet. Il te polit comme un trophée, Vivian. Assure-toi qu'il y ait encore toi en dessous. J'avais fait comme si de rien n'était, me concentrant sur les bons moments, ceux qui me rappelaient celui qu'il avait été lors de notre rencontre à un gala à l'hôpital, quelques années auparavant. Charmant, attentionné, l'homme qui m'avait fait livrer des fleurs après ma première grosse intervention. Mais ces jours-là s'étaient estompés, remplacés par ça. Moi,
réduite à néant pour coller à son histoire. Les rires s'éteignaient, irréguliers, comme s'ils attendaient ma réaction. Le sourire narquois de Grant persistait, mais son regard fuyait, incertain. Mon sourire est apparu lentement, différent de celui, poli, que j'avais arboré toute la soirée. Celui-ci était différent, ancré dans cette nouvelle lucidité. « Tu as raison, Grant », ai-je dit. Ma voix avait même le ton que j'utilisais dans le « ou » quand les choses se compliquaient. Je ne suis pas à la hauteur de tes exigences. Son sourire s'est élargi, persuadé d'avoir porté le coup fatal. Harrison lui a tapoté l'épaule. Evan a levé son verre. Ils ont cru que c'était ma reddition. Mais vos critères, poursuivis-je en sortant mon téléphone de ma pochette. Vous exigez quelqu'un qui ignore tous des comptes offshore. Ces mots résonnèrent dans la pièce. Le visage de Grant se décomposa. Il se décomposa, ses yeux se plissèrent. Le silence se fit plus pesant. Un verre se posa sur la table avec un clic sec. De quoi parlez-vous? Sa voix se brisa légèrement. Je fis glisser mon doigt sur l'écran, laissant le silence s'installer. Quelqu'un qui n'a pas surveillé les anomalies depuis des mois, qui n'a pas engagé d'expert comptable quand 50 000 $ ont disparu dans des sociétés écrans. Meredith se pencha vers moi, son expression passant de l'indifférence à l'authenticité. Evan posa son verre avec force. C'est absurde, dit Grant, mais il n'avait plus aucune assurance. Je levai le téléphone, l'écran face au groupe. Voici le rapport. Des virements correspondant aux dates de conférence auxquelles vous avez prétendu avoir assisté. Les têtes se tournèrent vers l'avant. Quelqu'un murmura. Et cet enregistrement de votre appel avec Harrison le mois dernier. J'appuyai sur lecture. La voix de Grant emplit l'espace. Minuscule, mais indéniable. Faites passer le tout par la filiale. Faites croire à une erreur du client. Effacez les traces avant l'audit. Un verre se brisa sur le marbre. Harrison recula, le visage blême. Le portefeuille Fitzgerald, dis-je d'une voix assurée. Evan, c'était le fonds de retraite de ton père, n'est-ce pas? La main d'Evan s'agrippa au comptoir. Quoi? Je poursuivis. Chaque détail était une suture minutieuse, refermant la plaie qu'il avait ouverte. Le FBI a tout. Des mandats de perquisition ont été exécutés lundi au cabinet. L'atmosphère se chargea de panique. Evan hurlait à propos de l'argent de son père. Meredith se tourna vers lui, la voix s'élevant au sujet des détails manquants dans leur propre compte. Grant resta figé, la bouche muette. « Oh, et Grant, ajoutai-je doucement. Ta mère est au courant. Diane m'a appelé après que son comptable a repéré les irrégularités de la pension. Nous avons parlé de ce qu'était réellement devenu l'épargne de ton père. » Il s'affaissa dans un fauteuil, les mains sur le visage. Je me retournai alors, mes talons résonnant sur le sol tandis que je me dirigeais vers la porte. La foule s'écarta sans un mot. Dans le couloir, le silence m'enveloppa comme une couverture. J'appuyai sur le bouton de l'ascenseur, la main ferme. 30 secondes. C'est le temps que je m'accordai tandis que les portes se fermaient. 30 secondes pour que le tremblement me submerge, pour que l'ampleur de la chose me frappe. Ma prise sur la barre se resserra. Puis je me redressai, sortis mon téléphone et envoyai un SMS à mon avocat. C'est fait. Déposez tout. La réponse ne tarda pas. Le couloir devant l'immeuble Evans était plongé dans un silence de mort. Le genre de calme qui suit l'orage. Mes talons claquèrent une fois, 2 fois, puis s'arrêtèrent à l'arrivée de l'ascenseur. J'entrai, appuyai sur le bouton du rez-de-chaussée et regardai les portes se refermer sur le chaos que j'avais laissé derrière moi. La descente me parut interminable. Mon reflet me fixait depuis les murs de miroir, cheveux toujours impeccables, robe toujours parfaite, visage serein, mais mes mains tremblaient contre la barre. Non pas de peur, mais de soulagement. Lorsque les portes s'ouvrirent, l'air frais et vif de la nuit me saisit. J'avais pris ma voiture ce soir-là, un petit réflexe que je n'avais pas remis en question sur le moment. Maintenant, je comprenais pourquoi. Le trajet du retour fut flou. Les réverbères défilaient comme des témoins silencieux. Notre maison, haute fenêtre, pelouse impeccable, tout avait été choisi pour son apparence depuis la rue, attendait, sombre et vide. Je me suis garé dans le garage et suis resté assis un instant,
fixant le sac de golf de Grant, couvert de poussière dans un coin. Les clubs qu'il avait achetés après les avoir vus dans un magazine consacré aux hommes à succès. Le vélo qu'il n'avait jamais enfourché. Des accessoires, tout ça. À l'intérieur, je me suis déplacée d'un pas décidé. Des cartons sont sortis du grenier, de solides cartons que nous avions conservés des cadeaux de mariage. J'ai d'abord décroché son diplôme d'Harvard du mur. Le verre était froid sous mes doigts lorsque je l'ai glissé dans la boîte. Puis les boutons de manchette se sont alignés dans leur écrin de velours. Des cadeaux de clients dont il avait discrètement abusé de la confiance. Ses costumes encore repassés dans leur housse, ses chaussures cirées et assorties. La montre que son père lui avait offerte le jour de sa nomination comme associé. J'ai tenu la montre un instant de plus, me souvenant de sa fierté, de la façon dont il la portait comme une preuve de quelque chose. Son père, dont Grant avait siphonné le fonds de pension pendant des années. Mon téléphone s'est illuminé sans cesse. Son nom. J'ai laissé sonner. J'ai trouvé notre album de mariage, glissé au fond d'un tiroir de son bureau, caché sous des dossiers. Cuir ivoire, nos initiales gravées. À l'intérieur, la femme en blanc souriait avec une certitude absolue. Grant se tenait à côté d'elle, la main sur sa taille, la regardant comme si elle incarnait tout l'avenir. Assise par terre dans le bureau, au milieu des cartons à moitié remplis, je l'ai ouvert. Les larmes ont alors coulé, discrètement, non pas pour lui, mais pour elle. Cette femme qui avait cru que l'amour était un partenariat, que le succès partagé était un succès décuplé, qui avait confondu contrôle et bienveillance. J'ai pleuré pour toutes ces années passées à me faire toute petite pour tenir dans l'espace qu'il me laissait. La sonnette a retenti après minuit. Ma sœur Harper, valise à la main, les yeux grands ouverts mais déterminés. J'ai vu la story de Meredith avant qu'elle ne la supprime, a-t-elle dit. Ça va. Je n'étais pas sûre d'avoir une réponse. Nous n'avons pas beaucoup parlé ce soir-là. Elle a fait du café. J'ai continué à faire mes valises. Au lever du soleil, elle me tendit une tasse et me dit « Vous avez une réunion ce matin. » Agent Reyes, au Capitole Hill Café. J'avais oublié de le lui dire. Reyes était déjà là à mon arrivée, assis de façon à avoir une vue sur les deux sorties. Il se leva quand je m'approchai. Docteur Morrison, un signe de tête. Bientôt, je suppose qu'il redeviendrait simplement Morrison. Je fis glisser une clé USB sur la table. Tout. 3 ans de documents. Ma mère avait repéré les premières irrégularités. Elle s'occupe toujours de nos impôts. J'ai commencé à suivre les dossiers après ça. Il la brancha. Numériser les fichiers. Son expression ne changea pas. Mais son regard s'aiguisa. C'est complet. Avec ce que vous avez commencé hier soir, nous avons suffisamment d'éléments. Les avoirs seront gelés d'ici midi. Les partenaires feront l'objet d'une enquête. Et mon immunité est assurée. Vous avez fait votre rapport dès que vous avez confirmé une activité criminelle. Coopération totale. Tout est en ordre. Je laissai échapper un soupir de soulagement que je retenais depuis des années. De retour à la maison, Harper avait déplacé le fauteuil préféré de Grant dans le garage. Le salon semblait plus grand, plus lumineux. Nous avons dressé des listes, avocats, finances, prochaines étapes. Calme, pragmatique. Le début d'une vie qui serait enfin la mienne. Des mois plus tard, le tribunal fédéral du centre-ville de Seattle se dressait silencieux sous un ciel d'hiver gris. J'étais arrivé en avance pour l'audience de détermination de la peine. Ma déclaration de victime, pliée dans la poche de mon manteau, m'avait demandé des semaines de travail. Ces mots, je les avais écrits, non par goût du sensationnalisme, mais par sincérité. La salle d'audience se remplit lentement. Diane arriva vêtue de noir, le visage impassible, mais amaigri, portant le poids de ce qu'était devenu son fils. Derrière elle, une poignée de femmes dont les vies s'étaient entremêlées dans la même toile. Des épouses, des filles, des retraités dont Grant et ses associés avaient discrètement sapé l'avenir. Lorsqu'ils l'amenèrent, les costumes sur mesure avaient disparu. Il paraissait plus petit, son regard parcourant la galerie jusqu'à se poser sur moi. Je croisai son regard un instant, puis le détournai. Je pris la parole quand on me l'appela. « Monsieur le juge, je ne suis pas là pour énumérer l'argent volé, même s'il a ruiné des dizaines de vies. Je suis là pour le vol qui ne figure sur aucun registre.
l'érosion lente de la confiance au sein d'un mariage. Ma voix resta ferme. Pendant des années, j'ai vécu avec une cruauté déguisée en humour. Une humiliation présentée comme une protection. Il se moquait de moi devant nos amis, puis me disait que j'étais trop sensible quand ça me blessait. Il cachait mes réussites car elles menaçaient le récit qu'il voulait se faire. Je fis une pause, laissant les mots faire leur chemin. Les délits financiers ont ruiné des maisons et des retraites. Mais le crime le plus grave, c'était d'avoir fait croire à une femme qui sauve des vies chaque jour que sa valeur dépendait d'un homme qui ne la méritait pas. D'autres prirent la parole après moi. Une enseignante retraitée dont la pension avait disparu, un père trahi par celui qui l'avait pris sous son aile. Lorsque le juge condamna Grant à plusieurs années de prison fédérale, le verdict sonna comme un verdict définitif, non pas triomphant, mais nécessaire. À la sortie du tribunal, Diane s'approcha. « Je t'ai laissé tomber, dit-elle doucement. J'ai critiqué ta carrière, j'ai insisté pour avoir des petits-enfants, je n'ai jamais vu comment ils te changeaient. Je suis désolée. » J'ai hoché la tête. Certaines excuses arrivent trop tard pour réparer les dégâts, mais elles comptent toujours. Ce soir-là, nous nous sommes retrouvés quelques-uns dans mon appartement, plus petit maintenant, le mien seulement. Nous avons partagé un repas simple, sans champagne, juste une conversation tranquille sur les nouveaux départs. Une femme terminait des études qu'elle avait abandonnées des années auparavant. Une autre avait créé une petite fondation pour les victimes de fraude. Nous étions devenus des alliés improbables, unis non pas par une souffrance partagée, mais par ce que nous avions choisi d'en faire. Un an jour pour jour après cette soirée, je me trouvais à nouveau dans l'ancien appartement d'Evans, maintenant vide, à vendre après la faillite. L'agent immobilier a désigné la vue, parlant de prix et de potentiel. Je me suis dirigé vers l'endroit où j'étais resté figé de rire. J'ai passé ma main sur la vitre froide donnant sur la baie. Les portes-fenêtres étaient ouvertes. Le sol en marbre résonnait sous mes pas. L'espace semblait plus petit sans artifice. « Non merci », ai-je dit. L'agent immobilier a cligné des yeux. Mais la suite parentale. Je n'ai pas besoin d'être propriétaire de cette pièce pour savoir que je l'ai déjà reconquise. Certaines victoires ne sont pas une question de possession. Elles consistent à s'en aller plus léger. Quelques mois plus tard, j'ai publié un article dans une grande revue médicale sur la façon dont les professionnels performants, en particulier les femmes, peuvent ne pas déceler les schémas de manipulation et de tromperie dans leur vie personnelle. La réaction a été incroyable. J'ai reçu des messages de chirurgiens, d'avocats, de cadres qui se reconnaissaient dans mes mots. Les invitations ont afflué, prendre la parole lors de conférences, conseiller sur le bien-être des médecins, et même intégrer un comité national sur l'accès aux soins de santé. J'ai accepté avec précaution, en choisissant un travail qui me semblait être un prolongement de mon travail, et non une échappatoire. Parfois, dans le calme après une longue opération, je repense à cette femme sur la piste de danse, cherchant à créer un lien, et ne recevant que du mépris. Ce n'est plus moi. Ce que Grant a brisé, ce n'est pas mon esprit. C'est l'illusion que j'avais besoin de son approbation pour connaître ma valeur. Certaines pertes ne sont pas des fins. Elles sont le premier souffle d'une vie que l'on choisit enfin pour soi. Merci de m'avoir accompagné sur ce chemin. Chaque histoire nous le rappelle. La force se cache souvent derrière le chagrin. Si cette histoire vous a touché, restez avec nous. Chaque récit y dévoile une nouvelle facette du cœur humain.